Bonjour à tous, Bruno et moi-même sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors ce matin, Emmanuel Vivier nous a dit qu'on était en plein IA washing, et moi ça me rappelle furieusement les années 90, où on était en plein e-business washing. Et à l'époque, beaucoup de sociétés se sont déclarées être des e-compagnies du jour au lendemain, alors qu'elles n'avaient même pas encore entamé leur mutation. Il y a eu beaucoup d'attentes qui ont été déçues, beaucoup de désillusions, aussi quelques craintes infondées, mais ça n'a quand même pas empêché les business d'irradier l'ensemble de l'économie depuis les années 2000. Et je pense exactement la même chose pour l'intelligence artificielle, et je pense que ceux qui vont gagner ne sont pas ceux qui surfent sur les buzzwords, mais ceux qui ont une approche rationnelle, structurée et raisonnée du sujet. Alors, nous allons vous parler plus précisément de machine learning. Alors, qu'est-ce que c'est que le machine learning? Le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle, qui est elle-même une branche de l'informatique, et qui consiste à confier des données à un algorithme dont il va s'enrichir, dont il va se nourrir pour faire des prédictions. Et pour illustrer le sujet, je vais revenir sur peut-être ce qui est la première application de machine learning qui a été développée. Alors ça remonte très très loin, puisque c'est les années 50, et c'est à l'époque un ingénieur d'IBM qui s'appelle Arthur Samuel, et qui est passionné du jeu de dames. Et parce qu'il est passionné du jeu de dames, il a l'idée de coder un programme auquel il enseigne dans un premier temps les règles du jeu de dames. Et il joue contre ce jeu. Et il gagne. Il rejoue. Il gagne. Il rejoue. Et il gagne. Alors comme ça ne l'intéresse pas beaucoup de jouer quand on est sûr de gagner, il enrichit son programme et puis il a l'idée, dans un deuxième temps, de lui enseigner ce que lui sait sur le jeu de dames, et notamment, selon lui, ce que sont les probabilités qu'un coup gagne ou perde en fonction d'une certaine configuration. Et il rejoue. Et il gagne. Il rejoue. Il gagne. Il rejoue. Il gagne. Et là, il a une idée lumineuse, parce qu'il ne peut pas faire que ça, il va aussi à ses propres occupations, et il donne au programme la capacité à jouer contre lui-même. Il le laisse s'entraîner, et puis un jour, il rejoue contre son programme, et il perd. Il rejoue, il perd, et il rejoue, il perd. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'algorithme s'est entraîné, et à force d'entraînement, il est arrivé à être meilleur que son concepteur. C'est-à-dire que la machine a dépassé l'humain, l'élève a dépassé le maître, et on est dans une situation où, comme premier enseignement, je dirais que on parle d'intelligence artificielle. Moi, j'aime bien penser de capacité de travail artificielle. C'est-à-dire qu'on sait, en sport ou dans beaucoup d'activités intellectuelles, que ceux qui gagnent, c'est ceux qui travaillent le plus. Et là, l'algorithme dépasse forcément l'humain. Alors, deuxième enseignement, l'application dont on parle, c'est une application qui remonte à plus d'un demi-siècle. Et donc, il n'y a absolument rien de nouveau. Et ceux qui, comme moi, ont fait leurs études dans les années 80, savent qu'on enseignait déjà l'intelligence artificielle et le machine learning, en particulier dans nos écoles d'ingénieurs. Par contre, en revanche, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois une capacité et une puissance de calcul qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait il y a encore 20 ans et a fortiori 50 ans, et que de surcroît, on est dans des situations où on a des milliers et des millions d'informations à traiter. Et projetez-vous sur votre propre site web. Aujourd'hui, vous avez des milliers, peut-être des millions de visiteurs tous les jours qui vous laissent quantité de traces de type comportemental, de contexte de visite. Et si vous avez d'ailleurs des bases CRM, on peut traiter également la data de ces bases CRM et enrichir l'algorithme avec ces données. Et donc les algorithmes sont en capacité d'aller détecter l'appétence des visiteurs pour vos offres, pour vos messages et pour vos contenus. Et c'est ce qu'on va maintenant illustrer avec Bruno, qui va donc nous expliquer comment il personnalise son site avant et après l'utilisation de ce type d'algorithme. Bruno, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc peut-être quelques mots pour vous présenter Allopneu.com. Aujourd'hui, c'est le premier vendeur de pneus en France, pas seulement sur Internet, tous canaux confondus. Donc ça, c'est quand même une mutation et c'est un phénomène suffisamment rare. Et que derrière ça, c'est 12 années de succès continu. Et aussi une quantité d'audience qui est tout à fait importante, puisqu'on a pratiquement 30 millions de visites annuelles. Donc on a un rôle de marchand, mais on est aussi un acteur qui a un rôle d'influence sur le consommateur
et on travaille beaucoup avec les grandes marques sur justement cet effet repos, Research Online, Purchase Offline. Voilà pour Allopneu, près de 4 millions de pneus vendus chaque année et plus d'1 million de consommateurs. Alors je vais vous donner un petit peu le retour sur notre collaboration depuis 2013 avec Caméléon. Donc assez logiquement, on a toujours été une data-driven compagnie, on a beaucoup utilisé les données de Web Analytics et on a eu le souci de trouver un optimum de parcours utilisateur pour favoriser justement cette conversion online par rapport à des gens qui font juste des visites touristiques pour préparer un achat qu'ils feront dans le physique ultérieurement. Donc on a démarré un certain nombre de tests, dont certains, comme le fait d'enrichir l'offre, même quand les gens demandent une marque en particulier, le fait de leur proposer une deuxième marque alternative, c'est aussi 8% de conversion en plus, donc sur des parcours ciblés. Et ce que nous a appris cette phase d'expérience sur un B-testing, on en faisait une dizaine par an, c'est qu'on pouvait avoir des résultats qui en moyenne étaient parfois mitigés, mais quand on regardait certaines audiences, par exemple des nouveaux visiteurs versus des anciens, on s'aperçoit qu'un scénario alternatif pouvait être gagnant sur des nouveaux et perdant sur des anciens et globalement mitigé en moyenne. Donc cette première approche nous a amené à partir de 2014 à travailler plus sur une personnalisation en essayant, donc en utilisant aussi l'agilité de l'outil Caméléon pour aller plus vite que nos propres équipes informatiques sur de la personnalisation. Évidemment, la personnalisation, alors on peut changer la couleur du bouton du call to action, mais on est resté sur des formats impactants, voire potentiellement légèrement intrusifs, comme une pop-in, qui est donc qu'on ne peut pas zapper sur le site. Et ces formats-là sont impactants, mais si on les cible mal, ils sont intrusifs. Donc, on s'est posé la question de comment on pourrait proposer des formats et des offres qu'on ne peut pas refuser sur des cibles à forte valeur. Donc, la préoccupation qui était la nôtre était notamment d'arriver à identifier de façon prédictive les gros rouleurs. Les gros rouleurs, c'est les gens qui font plus de 30 000 km par an, contre 12 000 en moyenne pour les automobilistes français, et qui, de fait, achètent non seulement des pneus plus souvent, sont souvent aussi multipossesseurs de véhicules, mais ont également des pneus à plus forte valeur et plus souvent de marque premium. Voilà, donc ça c'est... alors on a une offre qu'on pourrait dire attrape-tout, qui est une remise importante avec un service premium VIP, qui est le montage à domicile. C'est une des exclusivités d'Allopneu qui a développé un réseau de montage à domicile d'une centaine de camionnettes, y compris à Paris, qui peuvent dorénavant aller dans les parkings surbaissés, avis aux amateurs. Et donc cette offre a été proposée à donc une cible qui représentait environ 10% de notre trafic et qui est la cible des gros rouleurs. Donc la manière dont on a travaillé pour pouvoir constituer cette cible, eh bien, on est parti déjà sur l'expérience marketing cumulative de notre équipe, à savoir, on a fait du CRM onboarding, c'est-à-dire qu'on a fait un scoring sur notre base client. On a, en fonction, disons, essentiellement, dans un premier temps, de la fréquence d'achat. Et à chaque fois qu'une personne était reconnue comme un acheteur plus fréquent, il était topé par l'algorithme Caméléon. Donc on lui a donné l'algorithme de la bonne nourriture, si on peut faire la métaphore culinaire, et pour qu'il apprenne plus vite. Donc ça a été très clairement un KPI, identifier les cibles à forte valeur, les exposer à une offre qu'on sait être certes onéreuse, mais extrêmement efficace pour générer de la conversion. Au final, le premier KPI, c'était est-ce que cet algorithme a une vraie capacité à identifier des gens dans la cible gros rouleur? Là-dessus, on a eu une mesure qui a été extrêmement probante, puisque les clients récurrents de cette offre, donc il y a eu à peu près 1 millier de commandes générées, et les clients récurrents sur cette offre ont été à 50% de plus que la moyenne Allopneu des gros rouleurs. Donc on a estimé que c'était un score suffisamment significatif. En l'occurrence, cette offre était réservée à une marque, vous l'avez vu, la marque Michelin, qui est aussi
la première marque en France et des pneus qui durent généralement plus longtemps. Et donc, la part de marché aussi de cet acteur-là, partenaire, a été aussi en croissance de 15% sur cette offre-là par rapport à 15 points de part de marché, c'est-à-dire pratiquement doublement de sa part de marché. Voilà, et pour ce qui est du ROI, évidemment, si on se place dans une perspective de lifetime value, ces gros rouleurs, ils ont un potentiel de réachat. On voit qu'il y a une forte capacité de l'achat web à fidéliser, mais il y a une difficulté à franchir le cap de l'achat. Donc nous, on estime qu'aujourd'hui, par rapport au coût de cette offre promotionnelle, on a un ROI amélioré de 5 fois par rapport à une diffusion tout venant sur le site. Voilà, donc le point clé, c'est d'arriver non seulement à cibler les produits comme c'est le faire tout marchand, mais aussi cibler les bonnes personnes pour délivrer des offres de valeur quand c'est nécessaire et ne pas le faire pour ne pas perdre de marge. Alors très rapidement, comment se passe un projet prédictif, hein? C'est 3 étapes. La première, elle a été dite par Bruno, j'insiste sur le sujet parce que c'est l'étape la plus fondamentale. Un algorithme, c'est pas j'appuie sur un bouton et il tourne tout seul et puis il nous sort des choses fantastiques. Il faut lui donner de l'intelligence. Et donc, la première étape, c'est d'enrichir l'algorithme avec l'intelligence métier qui existe chez le client. Et donc, quelque part, l'algorithme au départ, il ne surpassait pas l'humain puisqu'on lui a d'abord enseigné ce que humainement, nous, on a appris. Puis ensuite, vous rentrez dans une phase d'apprentissage. Et là, je vous ai sorti ce que le data scientist nous a donné depuis un projet qui maintenant a démarré il y a plus d'1 an et demi. En première semaine, on voit ici la courbe de probabilité d'appartenance au segment cible, puisque la clé pour Allopneu, c'est d'identifier ces visiteurs qui sont les plus forts contributeurs de chiffre d'affaires et de marge. On voit qu'en première semaine, l'algorithme, pour plus de 50% des visites, il est incapable de dire si la personne appartient à la cible ou pas. Puis dès la 2e semaine, il commence à affiner sa capacité de prédiction. Et on voit que dès la 4e semaine, c'est également une prédiction qui s'affine. Et donc, dans le cas présent, on a lancé véritablement en live et en run l'algorithme dès la 4e semaine. Et dès la 4e semaine, on a obtenu les résultats qui ont été donnés par Bruno. Et pour la petite histoire, j'ai sorti donc le chiffre de la 48e semaine. Et l'algorithme continue à apprendre. Et là, il est déjà sûr pour 1 visiteur sur 3 que de toute façon, il y a 0 chance qu'il appartienne au segment. Donc les résultats continuent à non seulement s'améliorer, mais aussi l'algorithme se met et s'adapte par rapport à l'évolution des comportements. On en vient un peu au facteur clé de succès pour conclure, Bruno ? Oui, alors effectivement, je vais réinsister sur cette idée d'injecter de l'intelligence marketing. On voit bien que finalement le résultat entre la 4e et la 48e semaine, même s'il continue à s'améliorer, on avait déjà beaucoup progressé à la 4e semaine. Donc en termes de time to market, l'algorithme il va apprendre 2, 3, 5 fois plus vite si on lui donne un spectre d'apprentissage clairement défini et des KPI clairs. Voilà. Et bon, nous, effectivement, côté organisation, il faut effectivement avoir un outil et un outil qui soit connecté avec l'ensemble des données de navigation pour multiplier les learnings. Il a fallu définir effectivement les KPI clairs que j'ai évoqués dans le business case. Et puis surtout avoir une équipe, enfin en tout cas un chef projet qui soit capable de comprendre la finalité. C'est pas toujours évident dans les équipes marketing d'avoir cette finesse de compréhension des enjeux. Et en l'occurrence pour nous d'avoir un partenaire qui nous a soutenus et qui a financé l'offre commerciale pour pouvoir valider le test. Aujourd'hui, la configuration, on est passé d'une phase test à une phase totalement industrielle. Aujourd'hui, on a à notre disposition 10% de notre audience sur lequel on est capable de déclencher des offres à forte valeur pour une clientèle à lifetime value, forte valeur également. Voilà à peu près les 3 facteurs clés de succès. Moi, je vais en rajouter un 4e. Arthur Samuel, il y a 60 ans, il a eu besoin de ça pour que son programme soit meilleur que lui sur un simple jeu de dames. Et aujourd'hui, à Allopneu, il a eu besoin juste d'un script qui est installé sur son site web. Et derrière, vous avez des algorithmes qui tournent. Donc le 4e facteur clé de succès, c'est véritablement l'agilité. C'est que la personnalisation humaine et votre capacité à personnaliser votre site doit reposer beaucoup sur son agilité parce que vous avez des time to market à respecter. Et c'est évidemment la même chose pour les prédictifs. Je vous remercie beaucoup de votre temps et Merci on reste à votre écoute
pour toute question.